À l'aube du XXe siècle, l'homme fit une découverte qui allait changer la face du monde, le pétrole. Cette nouvelle source d'énergie s'avéra si efficace et facile d'utilisation que l'homme en fit dépendre tous ses transports, qu'ils soient terrestres, aquatiques ou aériens, ainsi que son chauffage, sa manufacture et tout ce qui pouvait marcher à base de l'or noir. Cependant, on sait aujourd'hui que ce mode de vie comporte de nombreux inconvénients. Raréfaction des ressources, déforestation, détérioration de l'environnement et bien évidemment, émission de CO2. Une question se pose alors, comment faire face à la demande croissante en énergie de l'humanité sans courir à la catastrophe écologique? Une solution innovante semble peut-être se profiler, la fusion nucléaire. Cette réaction, contrairement à la fission nucléaire, fait s'assembler des noyaux légers pour en former des plus longs. Cette technologie, souvent présentée comme étant propre et sûre, semble être la solution du futur. Mais qu'en est-il vraiment? Cette énergie est-elle réellement sans danger? Serons-nous capables de dompter les atomes? L'opinion populaire saura-t-elle l'accepter ou craindra-t-elle de revivre les déboires des réacteurs à fission? Les gouvernements accepteront-ils de promouvoir cette nouvelle source d'énergie? Pour pouvoir comprendre ce qu'est la fusion nucléaire, nous nous rendons maintenant au Centre de recherche en physique des plasmas à Lausanne. Nous y rencontrons Sébastien Joliet, collaborateur scientifique à l'EPFL, qui nous explique les bases. La fusion nucléaire consiste à fusionner des atomes légers pour en créer des plus lourds. Alors pour donner peut-être un exemple, la réaction de fusion principale qu'on aimerait exploiter aimerait fusionner un noyau de deutérium qui est de l'hydrogène lourd, un proton, un neutron, avec du tritium qui est de l'hydrogène encore un peu plus lourd avec un proton et deux neutrons. Et cette réaction fusionne donc ces deux noyaux pour créer un noyau d'hélium, deux protons, deux neutrons et un neutron libre. Pour comprendre l'intérêt de la fusion, intéressons-nous au problème des autres énergies. L'énergie consommée par l'être humain vient majoritairement des énergies fossiles, c'est-à-dire du pétrole, du charbon et du gaz. Malgré tout, ces ressources restent présentes en quantité limitée puisqu'il reste pour près d'un siècle de combustible et sont particulièrement polluantes car elles rejettent du CO2, gaz en partie responsable du réchauffement climatique. L'une des solutions utilisées par notre société est la fission nucléaire, mais quels en sont les avantages et les défauts? Donc, une de ces énergies, c'est le nucléaire, qui a l'avantage d'être relativement bon marché et qui n'émet pas de CO2. Mais malheureusement, les ressources d'uranium sont aussi limitées et bien sûr il y a tous les problèmes de sécurité. La fission nucléaire est une énergie qui fait peur à la population. Se développent aussi les énergies renouvelables, de plus en plus présentes dans notre société car elles ne possèdent pas les défauts des énergies citées précédemment, elles possèdent toutefois des désavantages. Elles ne permettent pas de produire une puissance suffisante. Et on a aussi d'autres problèmes, les problèmes de variation de puissance. On ne peut pas demander au soleil de taper plus fort ou au vent de souffler plus fort. La source d'énergie idéale doit donc pouvoir produire beaucoup d'énergie et avoir des ressources quasiment illimitées. Or, la fusion répond à ces deux critères. Les combustibles, c'est-à-dire le deutérium et le tritium, sont présents en quantité suffisante pour être extraits pendant des millions d'années, que ce soit dans l'eau pour le premier ou dans le lithium pour le second. Il existe actuellement deux principales technologies permettant la fusion. La première est inertielle. L'énergie initiale est suffisamment élevée pour commencer la réaction. C'est ainsi que fonctionne par exemple la bombe H et la fusion par confinement inertiel dite FCI. La seconde utilise un confinement magnétique. C'est ainsi que fonctionnent les stellarators et les tokamaks. Le tokamak est un concept de réacteur à fusion inventé par les Russes dans les années 50 qui signifie chambre toroïdale magnétique. Et donc, plus simplement, le tokamak est une machine en forme de tore ou en forme de beignet, qu'on peut représenter comme ça, dans lequel on va faire passer un champ magnétique et donc les particules en fait vont s'enrouler autour du champ magnétique et donc on va pouvoir les confiner. Inventés aux environs des années 1950 par deux scientifiques russes, les tokamaks représentent aujourd'hui la technologie la plus prometteuse pour la production d'électricité à l'aide de la fusion. Mais comment fonctionne-t-il? Donc dans un tokamak, on injecte du gaz dans la chambre à vide et ensuite on chauffe ce gaz en créant une décharge à l'intérieur et on va obtenir un plasma dont les particules chargées vont donc s'enrouler
autour des lignes de champ. Et ensuite, une fois que le plasma est établi, on va injecter du deutérium et du tritium. Et donc des réactions de fusion vont se produire et les neutrons qui seront émis de ces réactions vont être récupérés par un manteau. Donc on va pouvoir récupérer l'énergie de ces neutrons pour produire de l'électricité. L'énergie nucléaire comporte des risques, mais avant de s'intéresser aux dangers de la fusion, rappelons ceux de la fission. Il y a deux risques principaux liés à la radioactivité. Le premier est celui des réactions en chaîne, à l'origine de Tchernobyl, et le second est celui des déchets qui doivent être stockés sur des milliers d'années. La fusion, elle, comporte d'autres défauts. Donc, dans la fusion nucléaire, en fait, le processus, la réaction elle-même étant complètement différente de la réaction de fission, on n'a pas de problème de réaction en chaîne. Donc après plusieurs années d'utilisation, le réacteur en fait, va devenir le déchet entre guillemets, nucléaire lui-même, et donc il faudra les stocker, avec l'avantage que la demi-vie ou la durée de vie de ces déchets radioactifs serait beaucoup plus faible, de l'ordre de la centaine d'années. Donc cette durée de vie serait beaucoup plus faible que la durée de vie des déchets radioactifs liés à la fission nucléaire, qui est de plusieurs millions d'années. Il existe un autre problème lié, lui, au tokamak et non à la réaction même. Le deuxième problème est un phénomène qu'on appelle disruption. Donc dans un réacteur à fusion, il y a un courant de plusieurs millions d'ampères qui circule, et on observe de temps en temps que ce courant en fait, tombe à zéro très rapidement, et ça crée une force d'induction sur la machine qui pourrait potentiellement la détruire. Devant les difficultés techniques et le coût des recherches, les plus grands pays de ce monde se sont rassemblés pour faire naître le projet ITER. Visant à construire le plus grand tokamak du monde, ce projet veut prouver la fiabilité de la fusion. ITER est un tokamak en construction à Cadarache, près de Aix-en-Provence, en France, qui est censé démontrer la faisabilité scientifique de la fusion. Donc, il faut savoir qu'actuellement, on a déjà produit de la fusion, mais on l'a fait de façon non rentable, c'est-à-dire qu'on a dû fournir plus d'énergie pour produire la fusion que l'énergie qu'elle nous a redonnée. Et on peut en fait démontrer que pour inverser cette tendance, pour avoir un rendement positif, il faut construire des machines plus grandes. Dans la mise en place de l'énergie de fusion, outre les problèmes techniques, il faut également s'intéresser aux problèmes politiques. C'est avec Luc Recordon, conseiller aux États verts, que nous allons plonger dans les méandres de la politique suisse. La fusion nucléaire a besoin de soutien financier, mais existe-t-il des structures qui sont prêtes à la soutenir et qui participeraient à sa promotion? Il n'y a pas de structure qui soit prête à cela parce que, excusez-moi, mais l'Office fédéral d'énergie suit le projet, mais le projet est encore à un stade beaucoup trop expérimental puisqu'il ne pourrait pas être proposé notamment au niveau industriel, c'est trop tôt. Autre question intéressante. Lors des différentes votations liées à la fusion nucléaire, y a-t-il eu des partis qui se montrèrent opposés au projet? Je pense que chaque fois que le sujet du soutien à la fusion s'est posé, il s'est posé aux chambres fédérales par le biais des programmes européens auxquels nous participons. En tout cas, durant ces 15 ou 20 dernières années, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu un soutien unanime, peut-être un peu dans l'ignorance des détails. L'ITER porte donc sur ses épaules le futur de la fusion. Si le projet ne s'avérait pas concluant, les fonds pour la recherche pourraient simplement disparaître. Car la recherche prend du temps. Cela fait près d'un siècle qu'elle a commencé pour la fusion, mais les fonds qui lui sont alloués le sont par des hommes politiques qui ont des mandats de 1 à 4 ans. Alors, comment faire pour trouver un équilibre entre ces entités temporelles si distinctes? C'est vrai que la législation, oui, en matière nucléaire est obligée de planifier sur d'assez longues années. Et bien sûr qu'il faut que le témoin soit passé, que le relais soit passé.
Il reste maintenant à savoir si le peuple lui-même acceptera la fusion, ou s'il s'arrêtera simplement sur l'amalgame fait avec son grand frère, la fission. C'est dans la ville de Lausanne que des passants ont été interviewés. Une question bien simple leur a été posée. Qu'évoque pour vous la fusion nucléaire? La fusion nucléaire Fusion nucléaire. C'est le contraire de la fission. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Ouais, risque de danger, risque d'explosion, je sais pas, de la recherche. Je suis pas dans le milieu, je sais pas trop. La fusion nucléaire, pour moi, ça évoque une notion de danger. Les centrales nucléaires. Ouais, un grand boom. Merde, est-ce que c'est la fission ou c'est la fusion? La fusion est méconnue. Les réponses font parfois allusion au problème de la fission. Au final, les différents problèmes liés à la fusion, que ce soit les obstacles techniques, le besoin de fonds ou l'ignorance du peuple, restent des défauts minimes face aux reproches majeurs qui peuvent lui être faits. Parce qu'au fond, leur principale critique ne porte pas sur les points centraux qu'ils ont à élever contre la fusion, que nous avons à élever contre la fusion, c'est-à-dire les risques d'accidents et la pollution à très très long terme sur des centaines de milliers d'années de demi-vie des déchets, puisque ces questions ne se posent pas ou très très peu comme objection à la fusion. Donc la principale critique qui a pu être élevée, c'est de dire mais enfin on engage des moyens énormes dans les projets de fusion qu'on pourrait plus utilement mettre dans des programmes sur l'efficacité énergétique ou sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, éolienne, géothermique, la biomasse, etc. En conclusion, la fusion présente de nombreux avantages, que ce soit par l'abondance des combustibles, la quantité limitée de déchets produits ou la sécurité relative que présente cette technologie. La question à se poser est donc bien, quand cette technologie va-t-elle arriver et les moyens investis ne l'auraient-ils pas mieux été dans d'autres solutions énergétiques plutôt que va-t-on y arriver un jour? À terme, cette énergie devrait pouvoir remplacer les énergies fossiles qui fondent actuellement la base constante de la production d'énergie. Étant pour l'instant la seule énergie proposant ce potentiel, c'est-à-dire une énergie plus propre qui pourrait produire de l'énergie de manière constante, la fusion a besoin de fonds. Devant l'imminence de la crise économique, crise dont nous n'avons jamais été aussi proches, l'humanité doit prendre en main son destin.